Nous sommes à 70 jours des Jeux Olympiques alors que la Seine-Saint-Denis s'apprête fièrement à accueillir les athlètes et les médias du monde entier. On pourrait se demander comment cela est possible puisque la presse rapporte beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et pourtant, le curriculum vitae de ce territoire est tel un fascicule. Le Stade de France a organisé des centaines d'événements depuis son inauguration en 1998. C'est à cet endroit, au Bourget, que les présidents du monde entier ont fait le déplacement à l'occasion de la COP 21. C'est aussi là qu'il y avait la fête de l'humanité avant la construction du village des médias. Et pour citer un dernier exemple, la Japan Expo, un événement national monstre qui se déroule au Parc des Expositions à Villepinte. Alors qu'est-ce que la Seine-Saint-Denis? Comment ce territoire maintient et développe sa compétitivité? Pourquoi les Jeux Olympiques devaient en partie se tenir ici? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre tout au long de ce documentaire. On aurait pu remonter très loin dans le temps, à l'époque des rois de France, à l'époque de l'expansion agricole ou bien à l'époque de l'exode rural. Mais on va s'éloigner du sujet. Alors on va commencer à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi parce que je maîtrise pas très bien l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un camp pour juifs se situait à Drancy. Un rond-point au nom de 16 août 1943 garde en mémoire une bombe qui a explosé à Dugny. Un aéroport a été construit à Le Bourget. Un arrêt de bus est nommé Centre des Essences à La Courneuve. Tout laisse croire que ce territoire était activement impliqué dans la guerre afin d'épargner la capitale des drames et des terreurs sanglantes à venir. Aujourd'hui encore, on peut observer un alignement de 3 sites que l'on peut visiter. Le cimetière parisien de Pantin qui témoigne du type de population sacrifiée pour la nation, l'ancienne gare de déportation de Bobigny et le mémorial de la Shoah à Drancy. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français acclament en chœur avec les Allemands « C'est la der des der ». Le peuple veut la paix, le peuple ne veut plus être exploité au travail. Des pays d'Europe parlent de s'unir. Ce sera plus tard l'espace Schengen et l'Union européenne. Des pays d'Europe parlent d'une monnaie commune. Ce sera plus tard l'euro, considéré actuellement comme la 3e monnaie la plus courante et la plus fiable. Dans les années 1950, la priorité était la reconstruction du pays, mais la France est épuisée. Alors, elle fait appel à de la main-d'œuvre étrangère pour s'en charger. Pour ne pas arranger les choses, les parents ne communiquent pas avec leurs enfants, ce qui entraîne d'un côté de la débauche en tout genre chez ceux qui sont livrés à eux-mêmes, et d'un autre côté, des abus sur mineurs chez ceux qui ne sont pas considérés à leur juste valeur. Le phénomène s'accentue dans un premier temps et puis s'essouffle avec la génération des baby-boomers. Dans les années 1960, la métropole perd une de ses dernières colonies, l'Algérie, et accorde enfin à l'Afrique francophone une indépendance officielle. En plus des Africains, il y a également une diaspora turque suite à un accord bilatéral fait entre la France et la Turquie. Les ressources s'amenuisent davantage. Pour rendre le marché du travail attractif, 2 institutions et 2 révolutions ont vu le jour ou se sont développées. En ce qui concerne les institutions, on peut citer les titres de séjour pour les pays étrangers et le BUMIDOM pour les départements d'outre-mer. C'est simple, et antillais, soit tu finis infirmier, soit tu finis facteur. Et ça, ce n'est pas un cliché parce que ma grand-mère a fini infirmière et ma mère a fini factrice. En ce qui concerne les révolutions, on peut citer le droit de travail pour les femmes et les vacances. Dans les années 1970, 2 pays d'Asie qui deviendront des puissances mondiales ont connu un bouleversement majeur aussi bien sur le plan économique, démographique et technologique. L'Inde, sous l'autorité britannique, se divise pour former le Pakistan, l'Inde, et le Bangladesh. La Chine, sous Mao Tse-tung, s'est remise de la guerre de l'opium, mais souffre cette fois-ci d'une grande famine. Des politiques de plus en plus nationalistes se mettent en place au fur et à mesure que ces pays se développent pour affirmer leur identité. Une partie de la population ne répondait pas à ces nouvelles réformes, c'est pourquoi de nombreuses personnes ont cherché à fuir leur pays natal. Et puis, toujours en Asie, dans le sud-est du continent, l'Indochine est victime de la guerre froide. En mon sens, la guerre froide, considérée comme pacifique, est réellement mondiale et est plus meurtrière que ce qu'a connu l'Occident. À partir des années 1980, un brassage commence à se former malgré de nombreuses discordes. Pour rappel, il y avait un siècle plus tôt l'exode rural.
Dans les villages, il est singulier de voir autant de personnes venant de tout horizon se retrouver au même endroit. Aussi, les mœurs n'évoluaient pas. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, on peut croiser les sources d'informations, on peut faire diverger les points de vue, ou on peut aussi renouveler nos pensées. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, durant la période des 30 Glorieuses, ce changement paraît trop rapide et est perçu comme une invasion. Donc, des formes de racisme se manifestent. Ce point est très important pour la suite. Globalement, il y a eu de nombreuses vagues d'immigration. Et devine où est-ce que tout ce monde était logé? En Seine-Saint-Denis. Mais puisqu'on ne peut pas rediriger tout le monde au même endroit, il a fallu restructurer la région parisienne. Des communautés d'agglomération annexent des communes déjà existantes pour former un ensemble administratif et économique plus harmonieux. Ces villes figurent avec évidence sur les cartes géographiques et ont su prouver leur efficacité. Il s'agit du schéma directeur de l'aménagement et d'urbanisme, SDAU, gouverné par Paul Delouvrier, et des zones à urbaniser en priorité, ZUP, qui ont conduit à l'émergence de Nanterre, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Créteil, Évry et Sénart. En ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris et le Grand Paris Express sont les deux projets qui restructurent le département. Parmi les intercommunautés du Grand Paris, on retrouve le T6 Pleine Commune, le T7 Paris Terre d'Envol, le T8 Est Ensemble et le T9 Grand Paris Grand Est. J'ai sélectionné 11 mairies que nous allons passer en revue. Commençons par la mairie de Noisy-le-Grand. En face, ce n'est pas un parvis ni une esplanade, mais une véritable allée bordée de commerces et qui se termine par une fontaine. À l'issue de ce chemin, nous pouvons accéder au théâtre et à la médiathèque du centre-ville. Direction Laurency pour apprécier une mairie aussi simple qu'élégante et ornée de nombreux drapeaux. Son parvis est richement décoré en diverses plantes, arbustes, palmiers et massifs en pleine terre entourés de pelouses. La mairie est desservie par des bus et est longée par une bande cyclable. Empruntons ensuite le canal de l'Ourcq pour se rendre à la mairie de Pantin. Celle-ci a une apparence de château. Le parvis revêtu de gravier est délimité par une barrière, mais, sauf exception, le portail reste toujours ouvert. On peut la contourner depuis une allée passante et rafraîchissante qui conduit vers une aire de jeu et la gare de Pantin, desservie par le RER E. Plus au sud, sans s'éloigner de Paris, c'est à Montreuil que nous nous rendons. L'hôtel de ville est entouré d'un centre-ville hors norme. Théâtre, salle de cinéma, aire de jeu, massif, nombreux aires pourtant grands, mais qui ne culminent pas plus haut que la mairie, centre commercial grand angle composé de 30 boutiques, parking à vélo et arrêt de métro. Le parvis est parfois utilisé pour des expositions et animations. Vraiment, tout y est. L'architecture est pensée pour un équilibre entre végétation et passage à haute fréquence. Et s'il y a un endroit qui peut rivaliser un espace beaucoup moins riche mais tout aussi grand, c'est à Bondy. Depuis l'église, on peut traverser une allée ombragée. Cette allée inspire la détente parce qu'il y a un point d'eau, une aire de jeu et des structures sportives. Pour l'occasion, la mairie est décorée d'une banderole aux couleurs des Jeux Olympiques qui expose une fresque temporaire de style banlieusard. La devanture est si grande qu'il s'agit d'une esplanade. Par terre, d'autres fresques permanentes se trouvent entre les jardinières de haies. Un serpent par-ci, des chiffres et des lettres par-là. La mairie se veut aussi exemplaire avec des poubelles de tri, un parking à vélo et des bancs en bois. Prenons le tramway 4 d'un terminus à l'autre. Nous atterrissons à Aulnay-sous-Bois. La mairie de cette ville demeure discrète. Le parvis percutant au regard est un petit jardin à la française. L'architecture est envoûtante et dégage une atmosphère qui force le respect. Toujours plus à l'est, allons dans une ville moins connue du grand public, Gournay-sur-Marne. La devanture de la mairie est composée d'une aire de jeu et d'une table de ping-pong. Non loin d'ici se trouve une école. La pelouse, large comme un terrain de tennis, dégage la vue et donne l'illusion que la mairie est plus grande. Une autre mairie est réellement grande. Il s'agit de celle de la Courneuve. Ici, l'opinion est bien tranchée. On milite pour la paix et la justice. Ici, on estime que le silence est de la complicité.
Mais la liberté d'expression ne prend pas des proportions anarchiques. Lorsqu'on la contourne, on peut visiter le parc Jean Moulin, large d'environ 1 hectare. En plus des statues et des plantes ornementales, on retrouve une aire de jeu et une structure sportive. Il y a un autre espace accolé à la mairie et qui était anciennement occupé par une usine mécano. Il y a quelques années de cela, cette usine a été réaménagée en médiathèque et on a ajouté dans cet espace un centre municipal de la santé. Ah oui, et puis j'allais oublier de dire, entre la mairie et la gare, la ZAC du quartier de la mairie d'une superficie de 5 hectares valorisera davantage la mairie. Je te laisse admirer comment cet endroit a été orné à l'occasion des Jeux Olympiques. 2 stations de RER plus loin, nous arrivons à Drancy. La mairie est dégagée sur son axe et se situe face à une statue du général de Gaulle. Le parvis offre une expérience inédite parce qu'il est structuré de sorte à apprécier chaque élément qui le compose les uns après les autres. La prochaine destination est Saint-Ouen. La mairie est desservie par les métros 13 et 14. Les espaces verts éco-responsables sont délimités par des barrières en bois. Le parvis est revêtu de pavés. Avec un temps ensoleillé, ça donne envie de se détendre. En face, de l'autre côté de la mairie, il y a un centre administratif et social. L'hôtel de Bobigny est comparable à l'hôtel de ville de Créteil. Mais qu'est-ce que tu parles de Créteil? C'est même pas dans le 93. Attends, je t'explique. Tout comme à Créteil, il y a un centre commercial. Enfin, il y avait un centre commercial. Ben, prouve-le. Tu mets à l'épreuve. Heureusement que Google est là pour me tirer d'affaire. Tout comme à Créteil, il y a un bureau de poste. Tout comme à Créteil, la mairie est en hauteur. Tout comme à Créteil, il y a une esplanade avec des jardinières. Et quand on sort du bâtiment environnant la mairie, il y a un chemin en lacet qui se termine face au centre commercial. Tu veux que je te le prouve ça aussi? Non, ça ira, je te crois. Tout comme à Créteil, il y a aussi un métro qui dessert. Tout comme à Créteil, il y a un point d'eau. À Créteil, c'est un lac. À Bobigny, c'est un canal. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi tu parles de Créteil. Mais contrairement à Créteil, la Banque de France ne se trouve pas juste en face de la mairie, mais dans une autre ville, à La Courneuve. Bon, en vrai, si je parle de Créteil, ce n'est pas uniquement parce que j'ai renouvelé mon passeport cette année là-bas, c'est aussi parce que l'Académie des 1100 établissements scolaires de la Seine-Saint-Denis est celle de Créteil. La présentation des mairies a permis d'établir un sommaire qui s'affiche à l'écran. Commençons par les transports en commun. Récemment, le métro 11 a changé de terminus. Cette ligne a été prolongée jusqu'à Rosny-sous-Bois, offrant ainsi aux voyageurs la possibilité d'être desservis à 7 arrêts supplémentaires. À présent, les Halles et Rosny 2 sont 2 centres commerciaux appartenant à Westfield et sont accessibles sans correspondance. En parlant de prolongement, la ligne du tramway 1 subit une transformation après près de 30 ans d'existence et va traverser la Seine-Saint-Denis depuis l'ouest jusqu'au sud-est en passant par Bobigny. À l'avenir, le tramway 1 enjambera l'autoroute A3. Après Romainville, la desserte continuera à Montreuil et se terminera à Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne. Un site de maintenance est en construction exclusivement pour le tramway 1 qui passera par 3 départements. En parlant de sites de maintenance, les futurs métros 16 et 17 en disposent déjà un à côté de l'autoroute A3. Et voici le calendrier des chantiers. Mis à part le métro 18 qui ne desservira pas la Seine-Saint-Denis,
Le métro 14 qui est déjà prolongé ainsi que les métros 15, 16 et 17 auront tous pour point commun la gare de Saint-Denis-Pleyel. Il y aura tellement de passages qu'il a fallu penser à construire une passerelle appelée Franchissement urbain Pleyel. L'ouvrage monumental permettra de traverser l'un des faisceaux ferroviaires les plus empruntés au monde. Il reliera les quartiers Saint-Denis, Landy-France et Pleyel séparés par 48 voies. Le métro 17 desservira 5 gares dans le département. Devant le musée de l'air et de l'espace, il s'agit de construire une nouvelle gare, à l'instar de la gare du parc des expositions où circule le RER B. Pour les fans de manga qui ne sont pas au courant, c'est ici que la Japan Expo se passe. Et c'était aussi Paris Nord Arena pendant les Jeux Olympiques. Et c'est en face que se situe la zone d'activité internationale Paris Nord 2. Le métro 16 desservira 9 gares dans le département. Il y aura une correspondance avec ce fameux tramway 1. La gare de la Courneuve 6 routes permettra aux habitants de la cité des 4000 notamment de contourner Paris. Ce métro poursuivra son chemin à la gare du Bourget, très fréquentée surtout lors d'événements comme le Salon de l'Aviation. Les voyageurs pourront s'arrêter ici pour correspondre avec le tramway 11, une ligne interne à la Seine-Saint-Denis. À Aulnay-sous-Bois, l'arrêt s'appellera Val-Francilia et se situera autour du carrefour de l'Europe, un rond-point au trafic dense en raison de la nationale 2 et des voies qui dirigent vers l'autoroute A3. À Montfermeil, il n'existe pas encore de gare au niveau du tramway 4, une ligne qui est aussi interne à la Seine-Saint-Denis. Le métro 15 desservira 10 gares dans le département. Les travaux ne sont pas encore visibles à Aubervilliers et à Drancy, c'est pourquoi je suis directement allé à Bondy. Pour le moment, c'est un peu le bazar, mais ayons l'espoir que cet endroit s'arrangera. Au pont de Bondy, on retrouve le tramway 1. C'est ici aussi qu'on peut accéder au canal de l'Ourcq. À la gare de Bondy, on retrouve le tramway 4. La ligne se poursuit à Bobigny-Pablo Picasso, où se trouve le terminus du métro 5, une des plus grandes gares routières de ce département, et la préfecture départementale. On retrouve le tramway 1, oui encore, cette ligne est décidément partout. Ensuite, j'ai déjà évoqué la gare de Rosny-sous-Bois-Perrier. Pour terminer, allons à Noisy-Champs pour rejoindre cette fabuleuse gare qui a une toiture en spirale. Actuellement, seul le RER A dessert cette zone. En 2031, il est prévu que 3 lignes viennent se converger dans l'endroit le plus reculé du département. Le Rincy, 1929. L'une des plus anciennes synagogues de la Seine-Saint-Denis a vu le jour. Depuis la cessation de déportation de masse, d'autres synagogues ont été construites dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les orthodoxes ont aussi leur temple à Bondy, je n'en connais pas d'autres dans ce département. En revanche, il n'est pas rare de croiser des églises catholiques. C'est le cas par exemple à Bagnolet, on connaît celle de Bondy. L'église Notre-Dame des Missions est immaculée de calligraphie chinoise et la toiture de l'entrée est typiquement asiatique. Cela lui vaut le titre de patrimoine classé. Un autre exemple d'église catholique se situe à Gournay-sur-Marne. La plus grande de toutes les églises est néanmoins la renommée Saint-Louis, située à Villemomble. Elle mesure 50 mètres. Quelques mosquées ont fait leur apparition ces 2 dernières décennies. Le style de la grande mosquée de Bagnolet est la plus répandue. Les mosquées modernes ont une architecture assez quadrilatère, ont des vitres disposées d'une manière caractéristique et ont des dimensions semblables. Parmi celles que j'ai vues, la mosquée d'Aulnay-sous-Bois se démarque des autres et a le plus retenu mon attention. Vois par toi-même en images et tu comprendras. Le temple tamoul a été construit après que des Sri Lankais ont émigré en masse dans les années 1990. Je ne pouvais pas terminer le sujet de la spiritualité sans relater des rites chinois. Démonstration.
La logistique occupe une place économique importante. Les zones d'activité sont assez nombreuses, hormis celle du Bourget, celle de Pantin et la zone cargo de Tremblant en France. Les autres appartiennent pour la plupart à Segro Logistics et forment presque un alignement. Ces zones d'activité se situent à La Courneuve, à Dugny, à Blanc-Ménil et à Gare au Nord. À Aubervilliers, CIFA ou Centre international de commerce de gros France-Asie est le plus grand centre de vente en gros d'Europe avec ses 280 grossistes. Ce secteur est entièrement traité par des Chinois. Je pense que la tour Eurasia a un rapport. Parmi les 3 quartiers d'affaires les plus connus, il y a celui de Noisy-Mont-d'Est situé à Noisy-le-Grand. Il y a un centre commercial au nom de Les Arcades derrière une résidence étudiante Cardinal Campus. De l'autre côté de la route, il y a la gare et un lac. Cela me fait penser à la gare de Logne, à une différence près dans ce lac, il y a des fontaines. Et puis, en regardant plus attentivement, je m'aperçois que le style architectural de tout le secteur fait penser à la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée. Mais sans aucun doute, nous sommes bien en Seine-Saint-Denis parce qu'il y a une structure sportive. Plus loin, nous pouvons apercevoir les bureaux. Noisy-Mont-d'Est est comparable à l'Alsace dans la mesure où l'Alsace est en France mais est fortement influencée par l'Allemagne. As-tu tout entendu? Car maintenant, nous allons faire la comparaison avec un autre des 3 quartiers d'affaires les plus connus. Allons au nord-est de la Seine-Saint-Denis. Ici, nous sommes à Paris Nord 2, un quartier d'affaires international, situé entre les départements du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Paris Nord 2 est desservi par une gare. De l'autre côté du quai, on retrouve le parc d'exposition, renommé Paris Nord Arena pour l'occasion. En face, on y trouve les locaux des boîtes d'intérim. Ensuite, une fontaine vient sublimer une allée qui dirige vers une des 2 voies principales. Il y a aussi des voies réservées pour les bus ainsi que des pistes cyclables. En empruntant une de ces pistes, j'ai pu lire que la biodiversité était gérée en partenariat avec le réputé lycée horticole Fénelon à Vaujour. En regardant plus attentivement, je m'aperçois que le style architectural fait penser à la ville de Cergy et à la ZAC des Tulipes à Gonesse. Mais sans aucun doute, nous sommes bien en Seine-Saint-Denis parce que il y a un parc. C'est ici qu'un point culminant permet d'avoir une vue sur une grande partie de la zone d'activité. À l'approche du centre commercial qui se trouve à Gonesse, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas d'image à ce propos, entre parenthèses, on peut observer un parcours sportif sous les ombrages de la végétation. Nous finissons la visite avec des pierres emblématiques qui viennent orner un rond-point. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces 2 pôles économiques. Le 3e quartier d'affaires est autour du Stade de France. Il sera évoqué un peu plus tard dans la partie urbanisme dans un extrait de vidéo. Oh Paris Nord! Combien de fois ce centre commercial a subi des travaux? Tantôt il s'agissait d'étendre le parking, tantôt il s'agissait de rénover la galerie marchande, tantôt l'égérie a quelque peu changé. Ce n'est plus Carrefour mais sa filiale brésilienne qui a inauguré le sol français en Seine-Saint-Denis. Une époque, il y avait une montgolfière manipulée par un câble comme au parc André Citroën ou comme la vasque des Jeux Olympiques mais en version miniature. Cette attraction n'est pas restée longtemps, faible de son succès et pour des raisons d'entretien. Pour anecdote, le O' est apparu à ce moment-là. Alors, ce centre commercial s'est recentré sur l'essentiel en construisant une gare routière. Ce centre commercial, malgré ses apparences et qu'il soit moins fréquenté, a du vécu mais a toujours su se moderniser et s'adapter à la clientèle. Partons à Bagnolet où se situe le centre commercial Bel-Est. Et crois-moi qu'il se trouve en Seine-Saint-Denis. Même l'entrée du parking mentionne le nom de Bagnolet. C'est dire. Bel-Est se trouve dans un quartier d'affaires en pleine mutation et restructuration.
Il est accessible depuis le terminus du métro 3, arrêt Gallieni et une gare routière. J'aime particulièrement la jardinerie qui se trouve à côté de l'entrée principale. C'est vraiment agréable. Comme j'ai fait des études en horticulture, c'est vraiment quelque chose qui me saute aux yeux. Parcourons le boulevard périphérique pour nous rendre à Aubervilliers. Voilà un centre commercial qui se démarque des autres. Au bord du canal de Saint-Denis, il est possible de se rendre au millénaire depuis le parc de la Villette en bateau. Je ne me suis pas informé si le service est toujours en fonction, mais je me souviens avoir eu l'occasion de faire cette traversée une fois. Il me semble aussi que l'égérie était Auchan, Carrefour a pris la place entre-temps. Rosny 2 est un des centres commerciaux les plus connus de la Seine-Saint-Denis. Avec le centre commercial Domus situé juste en face, Rosny-sous-Bois représente une des premières villes commerciales. Avant d'arriver au dernier étage du parking, on peut admirer la végétation. Ici, c'était des Fadia. Le local de l'assurance GMF est équipé d'un écran finalement peu visible au loin, mais qui fait tout de même de la publicité pour le centre commercial. Le parking propose des services divers pour les voitures. Les poubelles du parking invitent à trier les déchets. Des places de parking sont exclusivement conçues pour les handicapés, mais aussi pour le covoiturage Blablacar et pour les familles nombreuses. J'allais oublier les bornes pour les voitures électriques. Et puisque les familles sont les bienvenues, pourquoi pas aussi les inviter à une aire de jeu? N'oublions pas de citer les bandes cyclables et le parking à Vélib, les vélos que l'on retrouve habituellement à Paris. Ce parking est tout simplement délirant. Que manque-t-il à l'appel? Un métro? Non, plus maintenant. On oublierait presque d'entrer dans la galerie marchande qui assure pourtant tout autant que le parking. Finissons à Tremblay en France, avec le centre commercial le plus controversé lorsqu'il était à l'état de projet. Lors de la construction, il était vivement critiqué pour avoir remplacé un écosystème riche en biodiversité et pour être probablement le centre commercial de trop. Aéroville a su corrompre tout opposant à ce projet avec une galerie marchande aussi spacieuse que prestigieuse. Les craintes qu'il n'y ait pas assez de visiteurs se sont effacées et malgré que l'emplacement soit loin de toute habitation, nous n'hésitons pas à parcourir une plus grande distance pour y accéder. Comme dit dans un extrait, certaines habitations ont un style des années 1970. Comment caractériser cette architecture? Ce sont des bâtiments qui sont soit en hauteur, soit en S. Il fallait loger le plus de monde possible en peu de temps et dans un petit espace. Les armatures et les revêtements, s'ils ne sont pas réaménagés, ne respectent pas les nouveaux plans locaux d'urbanisme. La construction de nouvelles habitations en masse répond donc à 4 critères. Le Grenelle de l'environnement, l'engagement de l'amélioration du cadre de vie, une surface minimum d'espace vert par habitant, le retard par rapport à l'ensemble de la région. En Île-de-France, on n'exproprie pas les gens de force, alors on les laisse partir à leur rythme. Comment est le procédé? Le procédé est plutôt simple. On s'intéresse aux industries et aux terrains qui ne répondent pas aux normes de sécurité pour ensuite construire des habitations. Lorsque les constructions sont terminées, on fixe des taux d'intérêt bas tout en laissant les bailleurs monter la somme du loyer. À un moment donné, les riverains voudront déménager et emménageront dans une nouvelle construction. C'est le principe du Bernard l'Ermite. On procède à un roulement de terrain à long terme et ainsi les habitations sont renouvelées lentement mais sûrement. En d'autres termes, l'immobilier d'habitation est prioritaire sur les autres types d'immobilier. On peut aussi joindre l'utile à l'agréable en insonorisant les autoroutes avec de la végétation et des matériaux qui absorbent les ondes sonores. Ainsi, on peut répondre aux conformités qui autorisent la construction de nouvelles habitations. Attends un instant, je fais une parenthèse. Précédemment, j'ai parlé du quartier d'affaires de Bagnolet. Elle permet de faire distribuer des produits frais en circuit direct. C'est une avancée majeure dans ce secteur pour le département.
Pas de produits chimiques, pas d'engrais de synthèse. Le projet Chef est né d'un appel à projet de la ville de Romainville où on a postulé, on a été lauréate. Fallait quand même une philosophie éco-responsable qu'on a. Il faut aussi faire la part des choses en fonction des besoins du territoire. Comment répondre au mieux à ces besoins? La ville de Pantin a été une des premières villes à organiser en 2018 un budget participatif. Le concept consiste à user de la démocratie en faisant voter les locaux de longue date au projet qu'ils estiment le plus légitime d'être réalisé. Ce n'est pas le président de la République qui aura la réponse. Ce n'est pas le président du département qui aura la réponse. Ce n'est pas non plus le maire qui aura la meilleure réponse. Le concept a eu tellement de succès que d'autres villes adhèrent à ce concept. Reprenons les conformités sur les immobiliers d'habitation, là où nous nous sommes arrêtés. Rappelons qu'il faut une surface minimum d'espace vert par habitant. En suivant cette logique, plus on construit des habitations, plus on tend paradoxalement vers l'écologie. Pour les Jeux Olympiques, le département a connu une ascension immobilière sans précédent. Il ne s'agit pas uniquement des villes hautes, mais de l'ensemble du département qui a bénéficié de façon proportionnelle au profit que cet événement a engendré. Et d'autres projets d'infrastructure se mettent en place pour accompagner l'habitat dans un cadre de vie satisfaisant. Donc, l'habitation n'est pas juste de l'habitation, c'est tout le tissu immobilier qui est repensé. Pour soigner l'image des habitations, on les délimite avec des barrières et des codes de déverrouillage. Cela évite les halls immenses où les squatteurs sèment la terreur par leur présence intempestive. Cela améliore aussi, par la même occasion, la tranquillité de vie. Et quitte à reconstruire, autant donner une autre image de la ville. C'est le cas de la commune de Blanc-Ménil qui mise sur l'embourgeoisement de ses appartements néo-haussmanniens. Voici le plan des principaux parcs d'après le site Seine-Saint-Denis Infoparc. Dans la famille des parcs, j'appelle les châteaux. L'arboretum de Montfermeil a son propre arrêt de tramway et est idéal pour les lecteurs. J'ai été surpris de voir un kiosque à musique. Les allées sont étroites et en pente, mais le revêtement est conçu par les personnes à mobilité réduite. Le parc de la Doucette se trouve proche de la mairie. Il renferme le mausolée de la baronne. On y trouve aussi une ferme que je trouve cloisonnée. Le parc Le Lièvre est fascinant à cause de son étang en forme de boucle et qui s'étend sur l'ensemble du centre du parc. Pour admirer toutes les facettes, il faut emprunter des ponts. Ce parc procure un bien qui n'a pas d'égal. Il est fait pour les personnes qui ont besoin de se détendre et de se ressourcer. Ces trois parcs, l'arboretum de Montfermeil, le parc de la Doucette et le parc Le Lièvre, ont ensemble une superficie de 27 hectares. Dans la famille des parcs, j'appelle l'eau. Excepté le canal de Saint-Denis, chaque cours d'eau longe au moins un parc. Faisons le même tracé que pour les axes routiers qui bifurquent sur le boulevard périphérique. Tout à fait à l'ouest, le parc l'île Saint-Denis est entouré par la Seine et a une typologie tout en longueur. Pour être au plus proche de la Seine, on peut marcher sur un chemin appelé Allée des Impressionnistes. Le parc de la Bergère est longé par le canal de l'Ourcq et le métro 5. Il a un espace conçu pour notamment produire des concerts. Le parc de la Haute-Île est longé par la Marne et est classé Natura 2000. J'ai pu utiliser des jumelles gratuites qui m'ont permis d'apprécier la faune depuis l'observatoire du Marais. Ces trois parcs ont ensemble une surface de 105 hectares. Dans la famille des parcs, j'appelle les non classés. Le parc de la Légion d'honneur est protégé par une forteresse. On y trouve notamment un petit labyrinthe et une pelouse qui dégage la vue sur tous les axes du parc. Cet endroit est idéal pour que les enfants s'amusent et pour les personnes qui s'intéressent à la biodiversité. Cet endroit est idéal pour que les enfants s'amusent et pour les personnes qui s'intéressent à la biodiversité. Le parc Jean Moulin-les-Guilans surprend dans la manière de présenter un pont entièrement engazonné et qui propose une vue imprenable sur Paris et Vincennes. Le parc propose des sessions de yoga toutes les semaines.
Les sportifs se rendent dans ce parc à cause du stade où ils font volontiers des tours de terrain. Le parc Ballanger est accolé au parc du Saussay. On y trouve une ferme, un lac végétalisé et une partie forestière que les amateurs de sentiers aimeront explorer. Bien que nous pouvons voir une grande partie du parc depuis l'entrée, les curieux ne pourront pas s'empêcher de marcher sur le chemin qui fait le tour pour savoir ce que l'on peut voir depuis ce parc peu vallonné mais haut en altitude. Ces 3 parcs ont ensemble une superficie de 80 hectares. Mais dans les parcs que je n'ai pas classés, il en reste un. La forêt de Bondy qui fait à elle seule 170 hectares. N'ayant fait que le côté sud de la forêt, la partie que j'ai préférée à la forêt de Bondy était le lac des Nénuphars. Toujours au sud de la forêt, il n'y a pas de structure sportive contrairement aux autres parcs. Et il n'y a pas non plus d'aire de jeu. Dans la famille des parcs, j'appelle les incontournables. Le parc forestier de la Poudrerie classé Natura 2000. C'est l'endroit par excellence où faire du cardio. Dans cette forêt aussi, il n'y a pas de structure sportive. En revanche, il y a un mur d'escalade et une aire de jeu. Le parc du Saussay est classé Natura 2000. Il offre 4 univers différents. Il est composé d'un labyrinthe, un marais, un jardin, une ferme, un potager et une parcelle maraîchère. Ce parc est une palette d'espaces verts. Le parc Georges Valbon est étalé sur 410 hectares parce qu'il a été agrandi de 13 hectares récemment, ce qui fait tout de même plus de 2 fois la forêt de Bondy. Eh bien, ce parc est le plus imposant mais aussi le plus apprécié de tous. Il est classé Natura 2000 également et il est un emblème de la Seine-Saint-Denis. Le champion est partageur, il veut absolument partager ce moment avec une d'entre vous. Fatoumata, faites du bruit s'il vous plaît, regardez cette générosité. Regardez cette générosité, c'est incroyable. Alors attention, eh ouais, tu es comme on dit choqué. Ok, la main droite, c'est bon. Attention, on va s'approcher. On va compter de 10 à 0. Lyon, c'est notre journée, c'est ta journée, c'est la journée de Seine-Saint-Denis. On compte sur toi. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est la dernière ce soir, parce que demain c'est l'ouverture des JO. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va faire trembler ce département. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Lyon, pas tout matin. Tous les deux ensemble. On lève la torche. Et 10, 9.
vice-championne du monde. C'était en 2002 à Rome. Médaillée d'argent aux Jeux paralympiques aussi d'été. C'était en 2004 à Athènes. En 2008 à Pékin. Champion du monde en 2006. Médaillée d'or aux Jeux paralympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro. Médaille d'argent aux Jeux paralympiques d'été. C'était à Tokyo. On a l'immense plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir notre dernière orgueilleuse, Sandrine Martinez. Vous pouvez faire plus de bruit. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour notre dernière religieuse, Sandrine Martinez. Allez-y, on peut l'applaudir. Sandrine, nous nous sommes répétés avec la population de Bobigny, le département de la Seine-Saint-Denis. Nous allons ensemble vivre l'embrasement de ce magnifique chaudron. Nous n'avons pas grand chose à faire. Vous, oui, il y aura un décompte. Au 1, vous savez ce qui va vous arriver. Les émotions, les vibrations, à en perdre la voix, mais quel bonheur. Mesdames et messieurs, c'est votre moment. 10. Devant. Dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Allez, bonne soirée.